Salut à vous qui nous suivez en Afrique et dans le reste du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver sur Afrique Média pour cette autre édition de l'information réservée essentiellement à l'actualité africaine. Le diplomate américain accrédité auprès du gouvernement de Malabo, c'est en Guinée équatoriale, s'est entretenu en audience avec le nouveau staff technique du ministère de l'Éducation. Il a exprimé son entière disponibilité à coopérer avec le département ministériel pour une éducation de qualité. Premier ministre et ministre de l'Éducation et Sciences, Lucas Ngeme Sonomban, a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité auprès du gouvernement de Malabo. Cette rencontre avait pour objectif les négociations sur le lancement de l'enseignement de l'anglais dans le pays et sa diffusion dans des différents médias d'information existants en Guinée équatoriale. Les deux parties se sont mis d'accord sur le lancement futur de cette initiative qui tombe à point nommé, sachant que le gouvernement reste ouvert aux autres peuples du monde entier, et cela à partir de la communication qui les unit. Quelques heures plus tard, Lucas Ngeme Sonomban s'est réuni avec les membres de son équipe ministérielle dans le cadre de la célébration prochaine du 45e anniversaire de l'indépendance de Guinée équatoriale le 12 octobre. Un conseil directif qui a vu la présence non seulement des autorités ministérielles, mais aussi les responsables des différents établissements scolaires et universitaires de Bio. On est toujours en Guinée équatoriale. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'est rendu au centre de professionnels pour vivre de près les activités académiques de ce centre et par ailleurs en faire une évaluation. De la Sécurité sociale, Heriberto Meko Bengwan, accompagné de ses collaborateurs, se sont rendus au centre de formation professionnelle dans ce d'octobre pour s'informer de son fonctionnement et toucher du doigt sur sa nouvelle installation moderne. Cette visite effectuée par le ministre du Travail rentre dans le cadre de la signature d'accord du gouvernement de la République à travers le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, qui va à la demande de la formation des jeunes citoyens pour répondre aux exigences de la main-d'œuvre locale dans les différentes entreprises qui opèrent dans notre pays pour atteindre les objectifs du gouvernement d'ici à l'horizon 2020. Et puis, Assemblée nationale équato-guinéenne, la composition des différentes commissions et du bureau parlementaire, de même que l'analyse de nouvelles normes régulatrices de la première session parlementaire bicamérale, était donc au cœur de la troisième séance de travail du Parlement national. Les travaux d'études sur le règlement du fonctionnement de la Chambre basse du Parlement ont continué par l'élection des membres du bureau qui sont élus en session constitutive selon les listes présentées par les différents partis politiques représentés au Parlement. Il faut rappeler que la table plénière des députés est représentée par le président, 2 vice-présidents, 2 conseillers et 2 secrétaires. Le président du Parlement est le responsable administratif et financier, dirige les débats et assure le bon fonctionnement des travaux tout en mettant l'ordre de ces derniers. Le reste des responsabilités a été bien établi, chacune selon sa fonction. La responsabilité des porte-paroles a été définie de sorte que ces derniers représentent les différents groupes parlementaires et se réunissent sous la présidence du président du Parlement, qui aura à son tour convoqué en séance ordinaire ou extraordinaire. À ces réunions des porte-paroles assisteront quelques membres du bureau plénière. À cette session, on pouvait aussi entendre la discussion sur la composition des différentes commissions parlementaires qui existeront pendant la présente législature. Elles seront permanentes et non permanentes, législatives et non législatives. Ces commissions seront chargées d'étudier les projets en relation avec la constitution des institutions de l'État et tout le reste des secteurs du pays. D'autres commissions seront responsables des autres thèmes plus importants, se relationnant avec le reste d'institutions et la couche sociale respectivement. Et puis, cérémonie de libération de 23 prisonniers affiliés au mouvement armé au nord du Mali. Ils ont donc été libérés ce mercredi 2 octobre 2013. Un geste du gouvernement malien qui entend promouvoir la paix au Mali, mais aussi instaurer un climat propice au dialogue. Ils étaient bien là,
Eux, ce sont les 23 prisonniers libérés dans le cadre de l'apaisement du climat social dans notre pays. Pour l'État malien, cette libération cadre parfaitement avec les dispositions contenues dans l'accord préliminaire de Ouagadougou. C'est des personnes dont les cas ont été examinés par les juridictions, les juges d'instruction qui étaient saisis des dossiers. Après examen, n'ont pas cru devoir relever contre ces personnes des crimes ou des infractions qui ne sont pas éligibles aux accords de Ouagadougou. Par exemple, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et on n'y est pas parvenu et peut-être pas d'autres infractions majeures. Mais je constate que leurs demandes de mise en liberté ont été agréées par les juges en charge des dossiers. Donc je leur fais confiance et je me dis donc c'est des personnes qui sont éligibles aux accords de Ouagadougou. Mais quel est le statut de ces prisonniers? Dans ce genre de conflit, vous avez d'un côté des militaires en uniforme et d'autre part des gens qui ne le sont pas, qui n'ont pas de statut officiel tel qu'on puisse les définir. Mais leur présence sur le théâtre des opérations et à des moments précis peut conduire à croire que ils appartiennent aux belligérants, que c'est des combattants. Et lorsqu'ils sont arrêtés, en ce moment, il reste à vérifier si réellement c'est des combattants. Dans ce cas, ils doivent répondre de leur qualité de combattant et si ce n'est pas le cas, ils doivent être élargis. Donc ces gens, c'est des combattants? Ces gens, moi je vous ai dit que je ne suis pas entré dans le dossier technique, ce n'est pas mon rôle. Et vous comprendrez que le ministre de la Justice que je suis se garderait bien d'interférer dans le judiciaire. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali, par ce geste, notre pays marque ainsi un pas important dans la recherche de solutions à la crise au nord du pays. Les mesures de confiance qui sont tellement importantes dans la résolution du Conseil de sécurité et l'accord de Ouagadougou peuvent créer vraiment l'ambiance. Nous avons vu les derniers jours au nord une situation qui n'est pas bonne. Alors ça ne peut pas continuer et je crois que les mesures de confiance qui ont été prises aujourd'hui par le gouvernement, il y a eu une libération aussi de côté de Manala il y a quelques jours. Maintenant ça doit décrisper la situation. Et ça, c'est l'urgence maintenant de retomber et de revenir avec la discussion entre les parties, informelle et formelle, mais il faut maintenant se parler, c'est la seule solution. Au cours de cette cérémonie, le gouvernement du Mali s'est engagé à poser d'autres actes, toujours allant dans le sens de l'apaisement du climat social. Et puis de l'autre côté, les ambassadeurs du Ghana et du Burkina Faso ont été successivement reçus par le président du Conseil économique et social malien. Au menu des discussions, la coopération entre les deux pays, mais également la libre circulation des biens et des personnes. L'ambassadeur du Ghana en fin de mission au Mali, Donald Adabere Adabre, a été reçu en audience par le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar. Au menu de cette audience, la libre circulation des personnes et de leurs biens, la coopération entre le Ghana et le Mali, les tracasseries le long des corridors routiers à travers les pays de la CEDEAO. J'ai décidé avant de partir de faire une visite de courtoisie, une visite d'adieu au président du Conseil économique, social et culturel. Et lors de nos discussions, nous avons essentiellement parlé de la libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'espace CEDEAO, notamment les corridors Tema, Ouagadougou, Bamako. Aujourd'hui, les difficultés, les tracasseries que les commerçants dont les commerçants sont en train de souffrir vont faire souffrir aussi les consommateurs. Je pense que les dispositions seront prises pour une bonne évaluation de la libre circulation des personnes et des biens pour le bien-être de nos citoyens. Un autre ambassadeur en fin de mission a été aussi reçu en audience par Jamil Bitar. Il s'agit de l'ambassadeur du Burkina Faso venu dire ses adieux au président du Conseil économique, social et culturel. Au bout de 10 ans de séjour, je suis venu annoncer donc la fin de ma mission au Mali et lui exprimer du fond du cœur toute ma reconnaissance pour son accompagnement constant, son appui sans faille
depuis 2003, il y a eu un essor évident, palpable. Durant 10 ans, on vous confond bien sûr avec les Maliens. Et quel souvenir vous gardez du Mali? Je ne suis pas confondu avec les Maliens, je suis malien. Et je sais que les Burkinabés qui vont écouter ce que je suis en train de dire vous diront effectivement, il est malien, mais il est également burkinabé. J'ai servi et le Burkina au Mali et je crois que je vais continuer à servir le Mali partout où je serai. La mission d'observation des élections de l'Union africaine est satisfaite du double scrutin du 30 septembre dernier au Cameroun. Elle a présenté sa déclaration préliminaire ce jour à Yaoundé, la capitale politique du pays, après une audience la veille avec le président de la République camerounaise. La mission d'observation électorale de l'Union africaine donne son satisfecit quant au déroulement du double scrutin du 30 septembre 2013 au Cameroun. La déclaration préliminaire de la dite mission a été présentée aux médias nationaux et internationaux à Yaoundé le 3 octobre 2013. La mission d'observation du double scrutin municipal et législatif de l'Union africaine a noté globalement le calme dans ce processus électoral, en tout cas la phase de vote le jour du 30 septembre, et que globalement aussi le cadre légal a été respecté. Néanmoins, nous avons quelques recommandations et nous voudrions fortement proposer aux acteurs camerounais la création d'un cadre de dialogue permanent de tous les acteurs politiques au Cameroun, société civile, les partis politiques, Élection Cameroun en tête. Nous voulons aussi proposer, malgré tous les efforts fournis par l'ECAM, par tous les acteurs politiques, les partis politiques, la société civile pour la participation des femmes, que les dispositions légales et réglementaires soient renforcées en vue d'évoluer vers la parité que souhaitent les tests au niveau africain. L'Union africaine souligne un plus donc qui a été constaté dans la gestion politique du pays de Paul Biya avec une bonne participation des femmes. Les félicitations sont aussi allées du côté d'Elections Cameroun pour les efforts inouïs que la structure a consentis pour la bonne organisation de ces élections. Les 13 équipes de l'Union africaine qui ont couvert l'ensemble du pays, notamment les plus de 22 000 bureaux de vote, ont donc une appréciation partagée par le ministère de la Communication, une appréciation aussi quelque peu délétère de la part du secrétaire général de l'UNDP arrivé dans la salle. Le rapport de l'Union africaine est aussi du même avis que du chef de mission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale qui précise. Dans la vision de la CEAC, nous privilégions les virtualités préemptives de l'Union africaine à ce titre que nous estimons à la CEAC que lorsque l'Union africaine a parlé, et lorsque la CEAC se reconnaît dans les propos tenus par la délégation de l'Union africaine avec laquelle nous avons échangé, il est important de relever que la biométrie a participé de manière significative à la fluidité des opérations électorales et l'ECAM a été à la hauteur des attentes qui lui étaient confiées et que d'une manière globale, les électeurs et les électrices de la République Cameroun devraient se retrouver dans les élus qui seront connus lors de la proclamation des élections par les autorités qui ont en charge cette compétence. L'Union africaine note donc tout de même quelques dysfonctionnements, notamment sur la couverture médiatique de cette élection avec un temps d'antenne qui était inégal entre les différents partis. En conclusion, la mission constate que la loi électorale et la constitution du Cameroun ont été globalement respectées par les acteurs et relève quand même quelques tâtonnements au niveau de la qualité de l'encre indélébile
qui n'a pas été le cas dans tous les bureaux de vote. Un manque d'uniformité qui est donc suggéré pour que les pouvoirs publics prennent les dispositions y afférentes. Et sur l'usage de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur, là aussi, l'Union africaine conseille d'aller vers un bulletin unique et propose de ramener l'âge électoral au Cameroun à 18 ans. Elle exhorte enfin les acteurs au respect du verdict des urnes et à recourir à la loi, le cas échéant, pourvu que tout se passe dans la paix. Et puis, le ministère de l'Éducation de base au Cameroun et celui des enseignements secondaires organisent depuis ce 3 octobre 2013 à Yaoundé une campagne de dépistage des maladies de la vue chez les enseignants, un événement qui intervient en prélude à la célébration de la Journée mondiale des enseignants prévue pour le 5 octobre prochain. Un aveugle ne peut conduire un autre. Et si l'enseignant est considéré comme un guide pour les populations, il a encore plus besoin d'une capacité visuelle efficace. Cette campagne de dépistage des maladies de la vue est l'occasion pour les professionnels de la craie d'évaluer leur santé sur le plan oculaire. Je n'ai pas l'impression que mon mal s'aggrave. Je n'ai pas non plus l'impression qu'il s'améliore progressivement, comme ce sont des verres correcteurs, que ça corrige. Moi, je me dis que ici, il s'agit juste tout simplement de voir si peut-être avec l'âge, est-ce qu'il y a autre chose qui s'est ajouté. Le dépistage ici se déroule en 2 étapes fondamentales. Tout d'abord, le patient se livre à un test de lecture au cours duquel les infirmières détectent les dysfonctionnements visuels. Ensuite, il faut se rendre auprès des médecins qui prescrivent des lunettes susceptibles de corriger les défaillances observées. Des dysfonctionnements qui, chez l'enseignant, pourraient être causés par certaines conditions de travail peu confortables. Les maladies de la vue se retrouvent chez tout le monde. Hein. Maintenant, qu'est-ce qui peut les causer? Ça pourrait être les conditions de travail. Quand vous travaillez dans une salle qui est peu aérée, quand vous faites des corrections, vous savez bien, ceux qui travaillent dans des régions où il n'y a pas la lumière, peut-être qu'ils corrigent, je ne sais pas, avec une faible lumière, ça pourrait expliquer. La lutte contre les maladies de la vue ne se limite cependant pas uniquement au dépistage. Les patients seront pris en charge jusqu'à ce que le mal soit définitivement stabilisé ou encore mieux, corrigé. Maintenant que les problèmes seront posés, le diagnostic sera posé, la suite de la prise en charge va se faire. Il y a des procédures au ministère. Il y a des procédures notamment de prise en charge pas seulement au ministère de l'enseignement, le fonctionnaire en général a droit à une prise en charge de ses problèmes de santé par son employeur. Rappelons que cette campagne de dépistage des maladies de la vue intervient dans le cadre de la semaine des enseignants lancée depuis le 28 septembre dernier au Cameroun. La journée mondiale des enseignants sous le thème « L'appel aux enseignants » se célèbre le 5 octobre 2013. Et on quitte le Cameroun pour la République démocratique du Congo. Le ministre des Postes et Télécommunications, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication a échangé avec une délégation de la Banque mondiale sur les préparatifs du projet VCAB5 et sur la communication et la télécommunication dans le pays. Le ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le professeur Trifon Kinke Moulumba, a reçu une délégation de la Banque mondiale ce mercredi matin 2 octobre 2013 dans son bureau de travail. Cet entretien avait pour objectif la mise en œuvre de la phase de préparation du projet CAB5, de la question politique sectorielle concernant la finalisation du protocole d'accord entre acteurs publics et privés pour la mise en place d'une structure de partage en charge de construire, gérer et maintenir les Black Bonds. Cette délégation est venue annoncer les financements dans les semaines à venir d'un atelier regroupant plusieurs ministères et services publics. Nous sommes venus nous entretenir avec Monsieur le ministre pour l'informer de l'état d'avancement de la préparation de ce projet au niveau de la Banque mondiale. Donc c'est un projet qui va démarrer, dont la préparation va démarrer dans les prochaines semaines.
Et donc c'était pour régler les détails, notamment relatifs à l'environnement concurrentiel et relatifs au cadre institutionnel que nous sommes venus discuter avec son Excellence. La délégation de la Banque mondiale a fait part de sa satisfaction pour l'intérêt affiché par le gouvernement à l'égard du projet, soulignant son caractère intégrateur, non seulement parce qu'il va contribuer à désenclaver les pays, mais aussi parce qu'il impliquera plusieurs départements de la Banque mondiale. Le ministre n'a pas manqué des mots pour exprimer sa joie. Et on est toujours en République démocratique du Congo. Un point de presse s'est tenu mercredi dernier également. Une cérémonie s'est déroulée en la mémoire des hommes des troupes du bataillon tanzanien fauchés à la bataille de Kibati au nord Kivu dans le pays. Emindo et les soldats Mungaigo Barnabas du bataillon tanzanien ont consacré leur vie au métier des armes. Ils sont décédés suite à la bataille de Kibati au Nord Kivu contre les M23 pendant qu'ils servaient sous le drapeau des Nations Unies au sein de la MONUSCO. Ils combattaient pour la protection des civils de la ville de Goma, raison pour laquelle le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, commandant de la force onusienne, le général Carlos Alberto Santos da Cruz, le chargé d'affaires du gouvernement tanzanien et la brigade d'intervention de la force, officiers, sous-officiers et militaires de rang ont répondu présents à la dite cérémonie. Dans son mot, le chef de la MONUSCO a indiqué que leur sacrifice est un témoignage éloquent de l'esprit de détermination qui les a animés dans la noble mission de défense des populations civiles de Goma contre les lâches agressions et des activités criminelles du M23 et des autres groupes armés présents en RDC. Et puis parlons des transports en commun dans la ville de Kinshasa. Là-bas, la société Transco vient de lancer 2 nouvelles lignes pour relier Kinsangani et Yasuka au centre-ville du pays. Ce lundi 30 septembre 2013, de 2 nouvelles lignes les plus importantes par Transco, à savoir Kingasani-Yasuka marché central et Kingasani-Yasuka gare centrale, constituent un véritable soulagement pour les habitants de ce quartier le plus peuplé de la ville de Kinshasa, longtemps confronté aux difficultés les plus sérieuses de transport. Contrairement à ce que l'on pouvait s'imaginer, la discipline dans les rangs avant d'entrer dans le bus a caractérisé ses compatriotes qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction, vantant cette initiative combien louable du gouvernement Matata qui s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ça, c'est la grande joie que nous avons retrouvée aujourd'hui, nous les gens de Kinshasa. Souvent, nous allons au service. En tant que fonctionnaires, nous sommes obligés de trouver un moyen de transport vers midi ou bien 11 heures. Alors, avec ce système, ça nous arrange. Faisant d'une pierre deux coups, Transco a choisi la date de 30 septembre 2013 pour débuter effectivement le transport scolaire digne de ce nom à Kinshasa, ce après le lancement officiel le 13 septembre 2013 par 2 membres du gouvernement, le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo et celui de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangu. Cette nouvelle expérience n'a pas manqué de susciter l'engouement des parents d'élèves. Session de formation des formateurs afin de préparer l'opération Cocker 4 au Gabon. Des travaux ont été ouverts à cet effet par le directeur du cabinet du ministre en charge de l'économie du Gabon. La mondialisation du commerce et le développement des moyens de communication a entraîné l'augmentation du volume et la rapidité des échanges internationaux. Cette évolution a multiplié la possibilité de commettre les infractions douanières et soumet les administrations à de fortes pressions en matière de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière organisée. Le directeur général des douanes gabonaises s'explique sur le bien fondé de l'opération Cocker 4. Cette nouvelle édition vise plusieurs objectifs, dont les principaux sont le renforcement des contrôles au niveau des principaux aéroports d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale, du Maroc et du Brésil sur les vols à destination des pays d'Europe. Le recueil d'informations stratégiques sur l'emploi du trafic de cocaïne en provenance de la sous-région
dans le but d'affiner et de tester la pertinence des profils de risque et des critères de ciblage. Prenant part à ces travaux, l'expert en drogue présente les dangers que fait planer le narcotrafic. Le secrétaire général de l'OMD, M. Kunio Mikuriya, a récemment déclaré « La lutte contre la drogue est l'affaire de tous, à tout moment, en toutes circonstances. Il est de notre devoir de prévenir le trafic illicite de stupéfiants et de vaincre les vulnérabilités des plus faibles face à cette menace. » Pour le directeur de cabinet représentant le ministre de l'économie empêché, la lutte contre le trafic de drogue est au centre des préoccupations de tous les États. La lutte contre le trafic de drogue est au centre des préoccupations de tous nos États, du fait qu'elle constitue une menace pour nos sociétés et nos économies. Au titre des menaces, on peut citer notamment la criminalité transfrontalière organisée, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la corruption, pour ne citer que ces quelques exemples. La pérennisation de telles initiatives permet de contribuer de manière efficace à la modernisation des services opérationnels et tend vers la voie de l'émergence pour les différentes administrations. Et puis, une nouvelle structure sanitaire vient d'ouvrir ses portes à Libreville. Bonne nouvelle donc pour les populations de la ville. Il s'agit de la clinique Monseigneur Jean-Martin Adam. Cérémonie de bénédiction inaugurale avec nos confrères de la télévision gabonaise. Une action humanitaire pour les Gagnes petits. La congrégation des Sœurs de Sainte-Marie a visé juste en ouvrant cette clinique au cœur de la capitale. En pareille circonstance, selon la tradition catholique, une bénédiction s'impose. Heureux de nous retrouver en ce lieu pour bénir et inaugurer de manière officielle cette maison de la santé de la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie du Gabon. La santé de l'homme, comme vous le savez, est une priorité aussi pour l'Église. L'homme debout est la gloire de Dieu. La clinique Monseigneur Jean-Martin Adam a pour vocation de faire retrouver la santé de l'âme et du corps aux malades ne pouvant subvenir au coût, souvent élevé, des cliniques de la place. D'où le motif de satisfaction de la mère supérieure. En imitant le courage et l'audace de notre fondateur, les Sœurs de Sainte-Marie du Gabon veulent, à travers cette petite structure, soulager ceux et celles qui ne peuvent pas subvenir au coût des soins des cliniques de la place. La clinique dispose de la plupart des spécialités de la médecine, en passant de la gynécologie à la kinésithérapie. Avec sa dizaine de lits d'hospitalisation, VIP et classiques, elle compte s'agrandir grâce aux apports multiformes. C'est d'ailleurs pourquoi les représentants du Premier ministre, du Président du Sénat, du CES et du ministre de la Santé y étaient. Nous mettons un terme à cette édition d'Info Afrique. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Restez avec nous sur Afrique Média.